L'histoire ennuyeuse, pour s'endormir, la vie, étonnamment confortable des habitués des cafés ottomans. Salut à tous. Ce soir, nous franchissons les portes grinçantes d'un café ottoman juste au moment où le soleil se couche sur les dômes de la vieille Istanbul. Les ruelles pavées se rafraîchissant sous vos sandales, l'écho du muezzin ne s'est pas encore complètement éteint, et vous êtes attiré par une lueur jaune chaleureuse et l'odeur de grains torréfiés qui semble presque prêt à débattre avec vous. L'ambiance sonore, le tintement doux de la céramique des voix feutrées, le frottement discret d'une corde de luth qu'on accorde et ce sifflement inimitable de l'eau touchant le métal brûlant. Bienvenue dans un lieu où la caféine rencontre la conspiration et où les rumeurs infusent plus lentement que le café lui-même. Vous n'allez probablement pas y survivre, pas à cause du café, il est excellent. Mais les jeux de pouvoir, les joutes poétiques, les parties de dés en coulisses, bonne chance. Les cafés ottomans, c'était un peu comme des fils Twitter du XVIIe siècle chaotiques, addictifs et probablement surveillés par quelqu'un qui préférerait que vous arrêtiez de parler des dernières erreurs fiscales du sultan. Alors, avant de vous installer, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner, mais seulement si ce que je fais ici vous plaît vraiment. Et j'adorerais savoir d'où vous écoutez indiquer votre ville et l'heure locale dans les commentaires. À présent, tamisez la lumière, allumez peut-être un ventilateur pour un fond sonore doux et plongeons ensemble dans le voyage de ce soir. Vous quittez la ruelle poussiéreuse et poussez la porte en bois. C'est une pièce modeste au plafond bas, tapissée de tapis tissés à la main de longs bancs et de tables basses, un peu trop petites pour des genoux occidentaux. Mais personne ne s'en soucie, car ici, dans ce havre chaud et enfumé, le temps lui-même ralentit jusqu'à devenir murmure. Vous êtes accueillis non par des mots, mais par des hochements de tête des hommes, assis en petits groupes, le visage doucement éclairé par des lampes, à huile suspendues, la fumée de leurs narguilés s'élevant comme des pensées lentes dans l'air. Un garçon avec une aiguière vous propose de vous laver les mains avant le café. Vous acceptez. L'eau est tiède, la serviette sent légèrement la rose. Les doigts propres, le cœur encore poussiéreux, vous vous asseyez. Presque aussitôt, un 16V en cuivre est posé sur des braises d'huile derrière le comptoir, pas de machine à expresso ici. Juste de la patience, du café moulu très fin et une technique plus ancienne que les secrets de votre arrière-grand-mère. L'odeur de cardamome flotte dans la pièce. Quelqu'un fredonne, quelqu'un d'autre tousse discrètement dans sa manche. Le café était noir et épais, servi dans une petite tasse en porcelaine insérée dans un support en laiton ciselé. Vous en prenez une gorgée. Il est assez fort pour donner un coup de fouet à votre ombre. Dans la société ottomane, le café n'était pas qu'une boisson, c'était un passeport social. Riche ou pauvre janissaire ou érudit, chacun pouvait s'installer sur un coussin, commander une tasse et participer au tumulte philosophique quotidien. Les historiens débattent encore, ce brassage social a-t-il favorisé l'émergence d'une pensée politique moderne ou simplement alimenté des débats interminables sur la supériorité du tabac à la prune, sur celui au clou de girofle. À côté de vous, un homme au visage profondément ridé récite des vers de mémoire. Il tombe de ses lèvres comme de la fumée lente, enroulée, insaisissable, mais impossibles à ignorer. Le groupe l'écoute avec respect. Certains tapotent même leur tasse en rythme, une sorte de bouton-j'aime ottoman improvisé. Il y a aussi de la musique. Un joueur de oud solitaire gratte dans un coin ses notes si douces qu'on ne les remarque qu'au moment où le silence entre les accords devient plus fort que la parole. Et pourtant, personne n'applaudit. Les applaudissements seraient trop bruyants, trop définitifs. Ici, la joie est subtile, et les histoires se transmettent comme des morceaux de sucre discrètement avec soin. Un garçon passe avec un plateau de locume ces délices turques poudrées qui goûtent l'eau de rose sucrée et les décisions regrettables. Vous en prenez un. Il colle aux dents et rend le café encore plus corsé. Levez maintenant les yeux. Voyez ces carreaux de céramique élaborés sur le mur du fond. Ils représentent un lion et un soleil, symbole de pouvoir et de renaissance. Un brin ironique, sachant que juste en dessous, un homme raconte une blague sur le nez du grand vizir. Personne ne le fait taire, mais vous remarquez un homme près de la porte qui n'a pas touché à son café. Ses oreilles sont grandes ouvertes, ses yeux un peu trop immobiles. Un espion, sans doute. Chaque café en avait au moins un. Les autorités ottomanes n'étaient pas fans de ces salons caféinés, surtout lorsque la poésie devenait acérée, ou que les rires devenaient trop bruyants. Un sultan a même tenté de les interdire, affirmant que le café faisait trop parler les gens. Il n'avait pas tort. Et pourtant, les voilà, à parler, à réfléchir, à infuser des idées plus fortes que le café lui-même. Votre banc grince légèrement quand quelqu'un rejoint le groupe. Il apporte des nouvelles du bazar, une dispute sur le prix des melons, une rumeur sur un envoyé perse, un murmure concernant un nouvel édit imposant des inspections de barbe au tribunal. Tout le monde rit. Un homme caresse sa barbe avec inquiétude. Un autre cite une satire qui lui vaut une série de murmures approbateurs.
Vous laissez la conversation vous envelopper comme de la vapeur et vous sentez peut-être, pour la première fois aujourd'hui, que vous n'êtes pas seulement éveillé, vous êtes vivant, attentif, connecté à quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus chaleureux. Ce n'est pas juste un café, c'est un palais de mémoire, un lieu où les pensées infusent lentement sans précipitation. Petit détail insolite, certains cafés ottomans employaient des perroquets non pas pour décorer, mais pour répéter les vers préférés des clients. Imaginez, un oiseau vert citron criant « La lune est une tranche de melon » toutes les quelques minutes. Il faisait sans doute rire plus que le poète lui-même. L'heure avance, mais personne ne se lève. Le café ne sert pas seulement à se réveiller, il sert à rester immobile, à creuser la pensée. Et ici, sous les poutres basses, entre l'odeur de sucre brûlé et le murmure des hommes qui pensent le monde, semble faire une pause étrange et réconfortante. Dehors, le vent porte les dernières notes de oud venant d'une fenêtre du 2e étage où un autre café commence tout juste à se remplir. Mais vous restez. Il y a encore tant à voir, tant à entendre, et bien sûr, tant de règles à enfreindre. Vous êtes toujours assis, la chaleur de la tasse en laiton désormais à peine perceptible contre vos doigts. La seconde tournée de café est arrivée plus sombre, cette fois plus corsée, comme si le sèche-vœu contenait non seulement du café moulu, mais aussi un secret ou deux. De l'autre côté de la salle, l'air change. Un jeune homme, mâchoire, marqué, regard vif, se penche en avant et entame une tirade passionnée sur les codes fiscaux. Vous clignez des yeux? Est-il sérieux? Oh que oui! Dans un café ottoman, la fiscalité fait partie des discussions de table. C'est ici que l'infusion s'épaissit. Les cafés, surtout au XVIIe siècle, n'étaient pas seulement des lieux de sociabilité, ils étaient des marmites d'idées, souvent posées sur une flamme dangereusement vive. Voyez-vous alors que la cour préférait le silence obéissant, la clientèle des cafés aimait poser des questions bruyantes, avec du café. Un groupe dans le coin discute calmement mais avec fermeté de la réforme agraire dans les provinces. Un autre homme déroule une carte grossière des routes commerciales longeant le Danube. Il n'y a pas de savants officiels ici ce soir, seulement des marchands, des scribes et d'anciens soldats. Mais les débats sont incessants. On dirait un podcast médiéval sans bouton pause. Vous vous remuez sur votre coussin désormais plus attentif. Une partie d'échecs se déroule derrière vous. Vous jetez un œil par-dessus votre épaule et croisez le regard du joueur aux pièces blanches. Il sourit. Les échecs, bien qu'appréciés, ont un temps été interdits dans ces mêmes cafés. La crainte que cela rende les hommes paresseux séditieux, ou pire encore, trop stratégiques. Apparemment, il valait mieux boire du café et fixer un mur. Mais ce soir, la partie continue. Elle se joue en silence, mais avec audace comme un secret trop fort murmuré. À chaque fois que le fou se déplace, on a l'impression que quelqu'un pousse une métaphore politique sur l'échiquier. Les historiens débattent encore pour savoir si les interdictions sur les échecs et le café reposaient sur de réelles préoccupations morales ou si elles n'étaient que des stratégies à peine voilées pour réprimer la pensée libre. Probablement un peu des deux. Après tout quoi, de mieux pour contrôler la dissidence que d'interdire de se réunir, de jouer et de boire ensemble. Et pourtant, regardez autour de vous. Rien n'indique que ces hommes enfreignent la loi. Ils s'adossent, rendent doucement, discutent de traduction de textes persans un instant et s'interrogent l'instant d'après sur le nombre excessif de chevaux du nouveau vizir. Il y a toujours quelqu'un avec une opinion et ce soir, c'est le barbier qui joue les commentateurs politiques à ses heures perdues. Sa voix est nette, tranchante, un peu trop forte. Quelqu'un allume une nouvelle spirale d'encens. L'air s'adoucit. Même les ombres sur les murs semblent se pencher en avant. Saviez-vous que certains cafés avaient développé leur propre langage codé? Les habitués glissaient de certaines phrases dans la conversation, une ligne de Rumi, un proverbe sur les grenouilles et les puits pour signaler leur dissidence sans attirer l'attention. Astucieux, confortable, cryptique. Un serveur trébuche légèrement avec son plateau. Personne ne rit. Au lieu de cela, un inconnu l'aide à redresser les tasses, puis lui glisse une pièce. La grâce fait partie du rituel ici, les manières comptent presque autant que les idées. Et c'est peu dire. Vous prenez une autre gorgée et la tasse teinte doucement sur sa soucoupe. L'homme à côté de vous, un janissaire à la retraite au visage taillé comme la pierre, vous tend une figue. Vous acceptez. La douceur tranche avec l'amertume du café et pendant un instant, vous mâchez tous deux en silence complice. Dehors, la rue résonne de sabots. Un fonctionnaire à cheval passe lentement lanterne à la main. Les ombres sur les murs du café frémissent, puis se stabilisent. À l'intérieur, la conversation baisse légèrement, comme si tout le monde se souvenait soudain qu'il n'était techniquement pas censé s'amuser autant. Mais ensuite, comme sur commande, le joueur de oud entame un air espiègle. Quelqu'un applaudit, la tension s'adoucit, les débats reprennent. « Tu as entendu ?» murmure un homme d'un ton conspirateur. Coquers, ils utilisent tôt le marc de café pour lire l'avenir, les résidus au fond de la tasse. Il hausse les épaules, ma tante y croit, dur comme fer. Elle en a prédit mon 3e divorce. La table éclate de rire. Vous souriez aussi. Mais l'idée reste en tête, lire l'avenir dans les restes d'un breuvage. Symbolique n'est-ce pas ?
Dans un monde où le destin repose souvent dans le palais de quelqu'un d'autre, peut-être que le seul contrôle qu'on ait est sur ce qu'il reste après la dernière gorgée. Il y a un nouveau visage près de la fenêtre, jeune, nerveux. Il ouvre un carnet usé et commence à croquer les hommes autour de lui. Personne ne s'y oppose, en fait quelques-uns se redressent légèrement, offrant de meilleurs angles. Qui sait, il deviendra peut-être le prochain grand miniaturiste, et ne serait-il pas agréable d'être immortalisé en train de boire un café plutôt qu'en brandissant une épée ? Un homme raconte un pamphlet qu'il a récemment lu diffusé anonymement, très critique, envers un gouverneur provincial. Cela a fait du bruit. Certains disent qu'il a vu le jour dans un café comme celui-ci. D'autres prétendent qu'il vient d'un scribe mécontent des cuisines du palais. Quoi qu'il en soit, il a laissé des traces. Les critiques ouvertes dans un café étaient risquées, mais la satire écrite, c'était encore un autre niveau. Certains cafés cachaient eux-mêmes des presses d'imprimerie dans leur cave. Un peu théâtral peut-être, mais à une époque où les idées étaient une monnaie, être le premier à diffuser un couplet mordant valait de l'or social. Et pourtant tout le monde ici n'est pas un radical ou un romantique. Un homme dans le coin somnole. Un autre est simplement là pour reposer ses os, ses bottes usées, étaler son café refroidi depuis longtemps. Pour certains, cet endroit est moins une révolution qu'un refuge, un lieu pour être parmi les autres, pour s'asseoir en silence, pour exister sans exigence. Même les chats comprennent. L'un d'eux entre par la porte ouverte queue haute et trouve immédiatement un genou chaud où se blottir. Personne ne la questionne, elle fait partie du décor. Voici une anecdote peu connue, certains cafés dans de grandes villes comme Andrinople ou Damas organisaient des procès fictifs de véritables spectacles où les clients faisaient semblant de se poursuivre pour des crimes comme infuser trop longtemps ou monopoliser les ragots. Les juges portaient de faux turbans. Les accusés plaidaient avec emphase. Tout le monde riait. Et dans ce rire, des vérités émergeaient simplement dissimulées derrière la comédie. Vous vous étirez légèrement. La pièce s'est réchauffée, les débats se sont apaisés comme un feu réduit à des braises. Mais ne partez pas encore, il reste des choses à voir, à entendre, et sous la montée des conversations, une autre vague s'élève faite d'art de résistance et peut-être même de révolution. Vous avez bu votre café, mais la nuit elle ne fait que commencer. Vous êtes toujours affalé là, le coussin parfaitement moulé à votre corps maintenant, comme s'il s'était pris d'affection pour vous. Les lampes à huile vacillantes ont légèrement baissé, soit à cause de la suie qui retombe, soit parce que quelqu'un a oublié de tailler les mèches. Peu importe. Plus les coins sont sombres, meilleurs séquents sont les histoires. De derrière un rideau, au fond de la pièce, un battement rêche de tambourin commence. Pas encore une performance, juste un test de rythme, comme si le bâtiment lui-même avait un battement de cœur. Puis comme la pluie après le tonnerre des flûtes douces, se joignent et vous réalisez que le café de ce soir a décidé de devenir une scène. L'un des habitués, boulanger le jour, apparemment avance avec exagération. Il est vêtu de couches de vêtements trop chaudes pour la saison et sa moustache est soigneusement recourbée de manière théâtrale. Il lance un regard significatif au public puis entame un monologue si grandiose, si ridicule que vous ne pouvez vous empêcher de sourire. La foule rit doucement. C'est de la satire bien sûr, du genre qui se moque des scribes du palais des clercs pompeux ou de l'homme qui vend du poisson hors de prix près du port. Et tout le monde comprend les blagues, même le chat. Les cafés ottomans n'étaient pas seulement faits pour boire et débattre, ils étaient aussi le théâtre vivant du quartier. Des représentations improvisées, souvent mêlant poésie, musique et bouffonnerie, remplissaient les soirées d'une sorte de caféine émotionnelle. Ici, on ne fait pas que rester réveillé, on reste engagé. Les acteurs pouvaient être des cordonniers, les neveux d'imams ou d'anciens janissaires, mais leur jeu était tranchant comme une lame. Et vous, cher auditeur, vous êtes désormais au premier rang. Vous vous décalez légèrement lorsqu'un groupe de derviches entre pas de tournoiement ce soir, juste des observateurs, leurs robes couvertes de poussière. Ils prennent place au fond, la tête inclinée. L'un d'eux fredonne un air mélancolique à peine audible. On dirait du désir enveloppé de soie. Un marchand à proximité se penche vers vous et chuchote « Celui-là, il était musicien à la cour, il a tout abandonné après un rêve. » Vous hochez la tête solennellement, prétendant comprendre. Vous ne comprenez pas. Mais il se fait tard et dans cette demi-lumière dorée, tout semble symbolique. Le drame s'interrompt lorsqu'un nouveau plateau de café arrive. Il est sucré cette fois, presque sirupeux avec des notes de cannelle. Une récompense peut-être pour les habitués restés jusqu'au 3e acte. L'homme à côté de vous lève sa petite tasse pour un toast et déclare « Aux acteurs ratés, aux poètes non payés et au café assez épais pour arrêter le temps ». Tout le monde applaudit. Voici un détail charmant, certains cafés étaient déconnus pour leur ambiance. Certains attiraient exclusivement des érudits, d'autres des militaires, des artisans ou des poètes mélancoliques qui ne levaient jamais les yeux de leur carnet. L'un à Galata était célèbre pour ses duels de tambour les vendredis. Un autre à Alep
ne servaient que les clients capables de réciter au moins un vers classique. Ce soir, votre café semble être du genre étoile de l'étrange et du merveilleux. Il y a un joueur de luth qui utilise son instrument comme accessoire pour ses blagues. Il y a un homme très maigre qui compose lentement un poème d'amour pour sa propre moustache. Et près de la fenêtre, une femme est assise tranquillement sous un châle à l'écoute. Techniquement, les femmes n'étaient pas autorisées dans la plupart des cafés ottomans. Mais techniquement, les règles se plient quand personne ne veut être celui qui les fait respecter. Les historiens débattent encore cette présence occasionnelle de femmes dans des espaces dominés par les hommes. Était-elle tolérée, ignorée ou symbolique de normes sociales en mutation? Mais en cet instant, personne ne s'en soucie. Son café est payé, son regard est concentré. Et elle rit au bon moment. Quelqu'un fait circuler une assiette d'écorce d'orange confite. Elle piquant la langue de la meilleure manière, zestée, sucrée et un peu dangereuse, comme toute cette scène. Vous regardez vers le fond de la pièce où deux janissaires jouent un duo de tambours sur la table. Leurs doigts vont si vite qu'ils deviennent flous. Le rythme pulse comme un cœur, puis s'interrompt brusquement. Tout le monde applaudit avec deux doigts sur sa tasse, pas de grands applaudissements, juste une onde subtile d'appréciation. Une fierté discrète. Ajoutons un détail en marge, dans certaines villes côtières, des artistes itinérants apportaient avec eux des marionnettes mécaniques des automates, si vous pouvez le croire. Ces machines, en étain, hochaient la tête, clignant des yeux ou levaient de minuscules tasses de café propulsées par la vapeur et des engrenages finement ajustés. La moitié de la foule croyait à de la magie. L'autre moitié attendait les blagues que le marionnettiste murmurait en cachette. Pas de marionnettes ce soir. Mais l'esprit est le même, la performance comme échappatoire, comme résistance, comme routine. Vous jetez un œil aux derviches, l'un d'eux parle maintenant doucement à un garçon assis à proximité. Pas un sermon, un enseignement, quelque chose sur la patience, l'eau et la forme de Dieu. Le garçon acquiesce les yeux écarquillés. Les cafés n'étaient pas seulement des théâtres, ils étaient aussi des salles de classe. Pensez à eux comme une seconde mosquée où les sermons étaient remplacés par des histoires et où la théologie portait parfois une chute comique. L'éducation était rarement formelle, mais elle était partout. On apprenait de l'homme à côté du vieux poète dans le coin du satiriste à la ceinture tordue. Et oui, des barbiers. Toujours les barbiers. Phénomène étrange, beaucoup de barbiers de café faisaient aussi office d'historiens informels, de colporteurs de rumeurs, voire d'entremetteurs. Ne demandez pas pourquoi. Buvez simplement votre café et acceptez-le. Il reste encore un acte ce soir. Un duo tranquille entre un oud et une flûte nez. La musique est triste, mais pas pesante. Comme le souvenir de quelque chose de beau qu'on ne peut plus retrouver. La salle tombe dans le silence, pas de recueillement, juste du calme. Même les blagues font une pause. Un homme en face de vous s'essuie les yeux et murmure « Cette mélodie me rappelle le moment où nous avons perdu le verger dans l'incendie. » Personne ne demande quel verger. Tout le monde comprend. L'air devient plus dense, pas désagréable, juste chargé. Chargé de sons, de parfums, de mémoire et de cette forme particulière de mélancolie ottomane que les poètes poursuivaient toujours comme un chat après des poussières en suspension. Vous vous adossez. Votre tasse est à nouveau vide, les résidus épais au fond comme du velours noir. Aucun diseur de bonne aventure n'arrive, mais vous la regardez quand même. Peut-être, dit-elle, restez encore un peu. Il reste des choses à entendre. Et en effet, c'est vrai, vous n'avez pas bougé depuis ce qui semble être des heures. Mais ici, le temps ne s'écoule pas en ligne droite, il s'enroule comme la vapeur qui s'échappe d'un sèche-vœu. Dehors, la ville dort profondément. Mais à l'intérieur de ce café, la nuit ne fait que commencer son dernier acte. Les bougies sont maintenant basses, formant des flaques de cire épaisse, comme des souvenirs fondus. Quelqu'un a déplacé la lampe près de votre table, projetant d'étranges silhouettes sur les murs des figures d'hommes, en plein rire, en pleine gorgée, en pleine révolte. Car oui, des révoltes ont aussi été murmurées ici. Vous captez une conversation chuchotée à la table voisine. Rien de fort, rien de dramatique, juste un morceau de papier plié passé sous une soucoupe. Un hochement de tête, un changement de ton, vous vous adossez instinctivement. Dans l'Empire ottoman, les cafés n'étaient pas seulement des foyers de poésie, ils étaient parfois des moteurs de sédition. Beaucoup de soulèvements ont commencé avec une très bonne tasse de café. Les historiens débattent encore pour savoir si le rôle des cafés dans les révolutions a été exagéré par les auteurs postérieurs ou si les autorités avaient effectivement raison d'être inquiètes. Mais une chose est claire, le café alimentait bien plus que la conversation. Il donnait du courage, il clarifiait l'esprit, il faisait penser. Et les penseurs, comme chaque empire finit par le découvrir, sont une menace. Ce soir, la menace est subtile. Quelqu'un récite une énigme à propos d'un grand arbre aux feuilles dorées sous lequel les hommes dorment sans jamais rêver. C'est assez vague pour être inoffensif. Ou dangereusement précis. Toute la salle écoute, personne n'applaudit. Juste des sourires entendus.
Voici quelque chose d'étrangement charmant, certains cafés avaient des coins d'ombre, des zones où les habitués connus pour leurs propos politiques pouvaient encore parler mais derrière des écrans ou des rideaux. Imaginez une sorte de section VIP du XVIIe siècle, sauf que le P signifiait potentiellement subversif. Un homme près du feu s'éclaircit la gorge et commence une nouvelle histoire. Elle raconte comment le fils d'un boulanger s'est un jour déguisé en vizir pour assister à une réunion du palais avant d'être démasqué en commandant du sirop de citron au lieu d'eau de rose. Toute la salle éclate de rire. L'histoire est manifestement fictive mais pas complètement. Vous buvez une gorgée et laissez l'humour se loger quelque part sous vos côtes. À présent, vous voyez les motifs. Ce n'est pas juste un café, c'est une archive vivante, une bibliothèque sans livres où l'encre et la mémoire et les étagères sont humaines. Chacun ici est une page, une note en bas de page, un gros titre dans l'histoire orale de quelqu'un d'autre. Même le serveur silencieux agile pourrait vous dire qui est tombé amoureux au printemps dernier, qui a changé de camp dans le débat fiscal provincial et qui doit 3 pièces de cuivre pour avoir renversé du café sur les chaussures d'un poète de passage. Il ne le fera pas, mais il pourrait. De quelque part, une bouilloire laisse échapper un soupir discret. Un autre tour, bien sûr. Cette fois, l'infusion est plus douce, moins amère. Quelqu'un a ajouté une touche de miel. Cela enrobe votre gorge, ralentit vos pensées. Vous réalisez maintenant que vous ne savez plus vraiment où les histoires se sont arrêtées et où les vôtres ont commencé. Une dispute douce démarre de l'autre côté de la pièce, rien de violent. Juste un désaccord sur l'inventeur du café. Les Éthiopiens, les Yéménites. Une chèvre? Quelqu'un insiste sur l'histoire de la chèvre. Vous souriez. La vérité n'a plus d'importance. Seul le récit compte. Dehors, le vent se lève. La porte en bois claque doucement et une écharpe laissée sur un banc flotte comme si elle voulait partir. Mais personne ne la suit. Il fait plus chaud ici, plus sûr. Saviez-vous que certains cafés ottomans avaient des mascottes, des chats le plus souvent, mais parfois un corbeau? Un célèbre café de Bursa gardait un perroquet capable d'imiter parfaitement l'appel du muezzin jusqu'à ce qu'il le suive d'un moqueur et apporter le baklava. Il n'a pas été invité à rester. Le perroquet, pas le muezzin. L'homme à la ceinture tordue récite maintenant des poèmes d'adieu, de petits couplets griffonnés sur des serviettes et distribués avec un clin d'œil. Vous en recevez un bois noir par le clair, laisse tes pensées là où les braises brillèrent, vous le glissez dans votre manche, pas parce qu'il est profond, mais parce que vous ne voulez pas le laisser derrière vous. La salle est plus calme à présent. Les musiciens ont rangé leurs instruments. Le satiriste dort la bouche ouverte. Le derviche qui a fredonné toute la nuit a disparu. Vous ne l'avez jamais vu partir. Une dernière anecdote flotte dans l'air. Quelqu'un jure qu'un ami est tombé amoureux uniquement par regards échangés dans un café. Aucun mot, juste des tasses, partagées, des hochements de tête et une lettre laissée sous un sucrier. Ils se sont mariés, se sont disputés tous les jours, ont vécu jusqu'à 90 ans, n'ont jamais préparé de café à la maison. Vous riez doucement, c'est approprié. Et enfin vous vous levez. Vos jambes protestent, votre colonne vertébrale craque, mais votre cœur est rempli de fumée, de douceur et d'histoire. Alors que vous vous dirigez vers la porte, le barista hoche la tête sans vous regarder. Il prépare déjà le prochain Sezovo. Quelqu'un de nouveau est entré en train de défaire son écharpe, déjà en train de chercher un endroit doux où s'asseoir, penser siroter et peut-être si la nuit s'y prête parler. Vous retournez dans la ruelle pavée. L'air est plus frais maintenant, porteur de l'odeur de pierres humides et de grains torréfiés. Le bruit de la ville s'est évanoui, seul persiste le rythme irrégulier de l'eau qui goutte dans un tuyau invisible. La porte du café se referme derrière vous dans un clic discret, mais sa chaleur reste sur votre peau, dans vos poumons profondément ancrés dans votre mémoire. Vos pas sont lents, du genre qu'on prend quand on n'est pas pressé. Au-dessus de vous, le ciel s'est étendu en velours doux. Pas d'étoiles ce soir, juste un croissant de lune paresseux observant comme un vieil ami. Vous passez devant des étals fermés, des portails clos, des fenêtres faiblement éclairées derrière des rideaux brodés. Quelque part, une bouilloire siffle dans une autre maison. Quelque part, une autre histoire commence. Mais vous vous en avez assez entendu. Vous êtes calme maintenant. Pas fatigué dans le sens habituel, mais apaisé. Comme si la nuit vous avait infusé en quelque chose de plus stable, de plus tranquille. Un chat de rue s'enroule autour de vos chevilles, ronronnant sans raison. Vous souriez et continuez à marcher. Demain apportera peut-être du bruit des taxes et des choix. Mais ce soir, vous faisiez partie de quelque chose de plus lent, de plus doux, de plus profond. Un moment où le monde n'avait pas besoin de réponse, juste de chaleur. Vous inspirez profondément, le café s'est dissipé mais son réconfort demeure. Comme une chanson dont on a oublié les paroles, mais qu'on fredonne quand même. Et avec ce fredonnement sur les lèvres et une touche d'eau de rose encore sur le bout des doigts, vous glissez enfin dans le sommeil.